On va donner la parole maintenant à Gilles Cachera pour nous donner quelques témoignages sur les difficultés rencontrées finalement en Afrique. Merci Georges. Merci. Ça marche. Ouais. Donc merci pour cette introduction qui me permet de faire le lien avec ce fameux carnet ATA. Je confirme, il faut remplir ce carnet pour s'y faire circuler des instruments de mesure à l'étranger. J'en ai fait les frais il n'y a pas plus tard qu'un mois, puisque l'atelier que j'animais tout à l'heure sur la vérification des PCR, on a un dispositif étalon chez nous au CIRAD que j'envoie chez mes collègues au CIRAD à La Réunion, et je ne savais pas qu'il fallait faire un carnet ATA, et c'est resté bloqué pendant 3 semaines à la douane de Marignane au retour. Donc j'étais même pas sûr de venir avec le dispositif là. Donc j'ai découvert qu'il fallait ce fameux carnet. Alors chose que je ne connaissais pas, parce que pour la plupart du temps, moi quand j'interviens au sud, notamment chez nos partenaires africains, j'essaye d'amener dans ma valise des étalons pour pallier à cette difficulté que Georges présentait de raccordement. Donc j'essaye toujours d'arriver avec quelques masses étalons, avec un thermomètre, et ça, en soute, vous pouvez en les protégeant bien, il n'y a pas besoin de carnet et on arrive quand même à solutionner quelques difficultés sur place. Je tiens à rappeler aussi qu'au Maroc, il se passe des choses, quoi. Je prends le Maroc parce que je connais bien. Les labos arrivent quand même à trouver des laboratoires d'étalonnage en interne. Au Maroc, il y a le LP2E qui a une certaine reconnaissance ISO 17025, mais également beaucoup avec la France, pour essayer de raccorder leurs équipements. Il y a pas mal de plus en plus d'équipes qui obtiennent des accréditations avec des relations assez durables entre la France et... Alors qu'est-ce qui se passe au Maroc? Je me mets à la place de quelqu'un qui travaille dans une industrie et qui est plutôt concurrent du LP2E. Qu'est-ce qui se passe pour raccorder mes instruments de mesure? Ils font appel à la France directement. Ils envoient directement leurs appareils en France, dans un laboratoire d'étalonnage. C'est un grand budget alors. Ça coûte un peu. D'accord. Et dans les autres pays comme l'Algérie, la Tunisie Alors là, c'est plus difficile. En Tunisie, il y a quand même un laboratoire reconnu, mais dans d'autres pays, c'est plus compliqué. Là, je viens du Bénin, par exemple, il y a 10 jours. J'accompagne un laboratoire depuis 2-3 ans d'analyse des végétaux. Ils prétendent à être accrédités d'ici fin 2018. On les accompagne avec des jalons, ce qui est intéressant parce que ça permet de garder un petit peu la prise sur l'équipe. Là, je reviendrai sur cette problématique de l'administration culturelle, je dirais, dans ces pays-là. C'est assez lourd au niveau administratif, comme chez nous aussi, mais chez eux, c'est quand même encore plus lourd sur le côté hiérarchique des prises de décision. Ce labo, par exemple, je suis venu avec des masses étalons, ils étaient tout contents parce que la dernière fois que je suis allé là-bas, c'était l'année dernière, je leur avais dit il est important d'acquérir des masses étalons, j'avais donné les classes d'exactitude des masses, etc. Et un an après, ils n'avaient toujours pas fait l'achat de ces masses étalons. Et le métrologue me dit oui, mais j'ose pas je l'ai demandé par écrit à ma hiérarchie, mais ils sont pas sûrs que ce soit au plus. Alors ces masses étalons étaient pourquoi en fait on utilisait ces masses étalons? C'était pour vérifier les balances, parce qu'ils ils font appel à un prestataire qui n'est pas accrédité in situ pour vérifier les balances. Et du coup, et la chance qu'ils ont au Bénin, pour parler du Bénin, c'est qu'ils ont quand même une société qui est la BMCQ, qui est quand même reconnue pour étalonner chez eux, à Cotonou, des masses. Donc d'acquérir ces masses, ça leur permettait d'être complètement autonomes. D'accord. Et ce sont des balances qu'on va vérifier ou étalonner qui appartiennent à des laboratoires agroalimentaires qui font de la vérification, des analyses en environnement, et donc sur des secteurs clés. Oui, bien sûr. Non, mais le cas des masses est un peu particulier. Parce que les masses, c'est souvent du domaine réglementaire. Ce qui fait des masses, il y en a. Des masses, il y en a, mais elles sont utilisées par des gens qui font de la métrologie légale. Et il y en a. Moi, je poserais une autre question. Pourquoi faudrait-il que chaque pays ait son ensemble de masses étalons?
Pourquoi il n'y aurait pas des formes de coopération type UMOA? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit, on va se regrouper dans le domaine des masses pour qu'on partage ça? D'autres partagent l'électricité, d'autres partagent... Et même si ce n'est pas la solution finale. C'est une excellente idée. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé, ça avance pas trop, mais je pense que ça serait une stratégie intéressante. Moi, je voudrais juste faire un petit retour d'expérience sur les actions au sud que je mène, que j'ai l'habitude de mener. Et ce que je me suis aperçu, alors 3 points, j'ai essayé de les noter. Premier point, les accompagnements qu'on peut mener durablement, c'est beaucoup plus efficace. Dès lors qu'on fait un accompagnement ponctuel, on forme une partie des personnes. Il y a un turnover énorme chez nous, il y en a du turnover, mais alors au sud c'est encore pire. Du coup, il faut revenir et tout réexpliquer. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je commence mon accompagnement, j'essaye toujours d'impliquer les thésards, les stagiaires, de manière faire de la formation de masse un peu, pour sensibiliser, pour commencer cette démarche. Ensuite, je me suis aperçu que la plupart du matériel qui était acheté dans ces laboratoires au sud se faisait par le biais de projets. Alors on a des projets, on a un financement, et puis on va faire l'acquisition d'un chromatographe, on va faire l'acquisition d'un HPLC, enfin de gros dispositifs. Et puis alors on ne se soucie absolument pas de la maintenance de ce dispositif. On ne se soucie absolument pas de comment on va faire pour le vérifier ou l'étalonner. Ça, c'est autre chose. Et à la limite, le projet il se termine et le chromatographe il n'est pas sorti du carton, qu'on ne sait toujours pas l'utiliser. Le gars qui a été formé, il fait plus ça. Il n'y a pas de service après-vente. Faut quand même se le dire. Hein. Il n'y a pas de service après-vente. Donc c'est un peu système D à la fin du projet. Alors moi, ce que je dis tout le temps dans les projets, il faut prévoir d'intégrer ces contrats de maintenance qui coûtent des fois un peu cher, parce qu'il y a le déplacement des spécialistes et tout. Et également les consommables et les étalons et les vérifications. Il faut se poser ces questions de vérification et de raccordement dès le début dans le projet. Première chose. J'ai parlé de la lourdeur administrative. Je pense que ça aussi, il faut que le top management de ces pays, soit conscient qu'il faut maintenir une équipe en place, faire du renforcement de capacité sur ces équipes avant de vouloir obtenir une reconnaissance, délimiter bien le périmètre de ce qu'on veut, pour lequel on veut être reconnu, ne pas vouloir tout accréditer. Donc voilà, c'est vraiment du pragmatisme. Et puis après, je dirais, il y a des difficultés. Enfin, moi, vous allez me dire si vous les rencontrez, mais moi, ce que j'ai rencontré, c'est beaucoup des difficultés liées à l'environnement, également de travail. Là, pour parler des balances dans le laboratoire de l'INRAB, là, je me suis aperçu que avant de faire la vérification avec mes masses et talons, il y avait une couche de poussière sur les balances qui était impressionnante, quoi. Donc ça veut dire que c'est pas fait. On passe à côté du labo, c'est pas goudronné, c'est c'est du sable et de la terre. Dès qu'il y a un peu de vent, paf, ça y est, ça soulève. Donc voilà, on est dans des environnements un peu durs. Et du coup, les gens sont plutôt qualifiés, mais ça nécessite une maintenance qu'on n'a pas sur place. Donc ça, c'est un gros problème, je pense. J'ai juste une petite anecdote au labo justement du Bénin, là, dont je suis venu. Je suis allé il y a 10 jours. J'étais avec un chimiste, un collègue à moi chimiste, qui a relevé un problème, là, un problème de sécurité, lié carrément à la maintenance et à la métrologie. En fait, il y avait des coupures électriques assez régulières, on s'en est aperçu lorsqu'on a travaillé dans la semaine, et on travaillait sur l'absorption atomique. Donc c'est un mélange d'air et d'acétylène. Et les coupures électriques, en fait, faisaient que le compresseur disjonctait, le compresseur d'air, donc on n'avait plus d'alimentation d'air. Par contre, l'acétylène, elle, a été alimentée. Donc on avait la flamme qui était sous l'acétylène, et le mélange était plus du tout acceptable, et c'était même c'était détonnant. Donc là aussi, sécuriser le côté électrique, ça peut être aussi quelque chose dès le début important, quoi, pour une question de sécurité. Voilà des petits retours d'expérience, mais en règle générale, je mettrai ça sur projet de recherche. Intégrer bien les besoins métrologiques dans les projets de recherche pour garder une continuité dans la démarche. Sensibiliser les politiques sur ce turnover qui est quand même un gros problème. Et puis, attention à la maintenance dans des environnements un peu difficiles.
Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez... Oui, on donnera effectivement la parole à l'auditoire un petit peu après. Georges, je m'adresse à toi. Et puis, on se demande finalement pourquoi il y a tant de retard, hein, c'est encore actuel, dans beaucoup de pays, parce que c'est un moyen quand même d'accompagner le développement économique et industriel d'un pays, d'avoir en fait, je dirais, une reconnaissance, d'avoir un laboratoire qui puisse en fait assurer les raccordements des instruments de mesure, d'accompagner effectivement dans des secteurs clés des industriels pour que finalement d'un point de vue budgétaire ils s'y retrouvent. Écoute, je vais te dire, à mon âge maintenant on parle de mon temps. De mon temps, quand j'ai commencé à faire de la métrologie, il n'y avait pas d'organisation de la métrologie en France. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que les gens qui faisaient faire un étalonnage avaient besoin du résultat et ils utilisaient le résultat. C'est-à-dire que le LNE, par exemple, parce que j'ai tout le LNE, c'est le Laboratoire National de Métrologie d'Essai. National de Métrologie d'Essai. À l'époque, il vivait de ces étalonnages et d'une assistance par le Conservatoire National des Arts et Métiers. C'est-à-dire que tous les gens qui faisaient faire un étalonnage avaient un réel besoin, ils étaient d'accord pour payer pour ça, et ils utilisaient leurs résultats. En Afrique, c'est exactement l'inverse. Les gens font étalonner un instrument, non pas parce qu'ils vont utiliser le résultat, mais simplement parce que l'auditeur qualité veut un papier. Et ce qui fait qu'à la fin, personne ne veut payer pour un papier qui ne sert à rien, sinon être montré à l'auditeur. Et d'autre part, leur niveau, pour moi, à mon avis, la majorité des laboratoires n'ont pas besoin d'avoir un certificat d'étonnage. Ils ont besoin d'un constat de vérification. Ils ont besoin de savoir que leur instrument marche bien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a essayé d'appliquer en Afrique des méthodes ou des moyens qui étaient utilisés dans des pays qui avaient une métrologie de tradition depuis longtemps, alors qu'il n'y avait pas l'infrastructure. C'est ce que Gilles vient de dire aussi. Donc, pourquoi faire la même chose s'il n'y a pas les mêmes besoins? Alors, donc, à mon avis, il y a une vraie difficulté actuellement, c'est que les gens font faire de la métrologie qui n'est pas utilisée correctement, ce qui fait qu'ils trouvent que c'est cher, que c'est pas rentable, et que ça n'améliore pas leur production. Alors, pourquoi faire de la métrologie? Oui. Alors après, il faut nuancer. Dans certains secteurs d'activité, je prends un exemple d'un laboratoire de biologie médicale. C'est vrai que quand vous regardez ce qui se passe dans un laboratoire de biologie médicale, vous faites un prélèvement de sang, et derrière, en fait, la porte, où vous n'y accédez pas, derrière la porte, il y a un certain nombre d'équipements et de machines qui nécessitent d'être surveillés et que les résultats, finalement, soit fiabilisé en termes de, en termes de résultats d'analyse. Donc, il faut se poser la question, est-ce que le compte-rendu d'analyse qui est rendu au client final donne des résultats fiables, parce qu'il y a un diagnostic à faire. Donc, il y a dans certains secteurs d'activité plusieurs questions à se poser. C'est tellement vrai ce que tu dis, que tous ces travaux-là sont obligatoires dans le cadre de la accréditation et certification. Si c'est pas obligatoire, je ne suis pas sûr qu'ils le fassent tous. Je te donne un exemple. Alors, c'est obligatoire, ça dépend des pays. Non. Où tu te situes. Dans certains pays, c'est pas obligatoire. La santé, c'est du réglementaire à peu près partout. Tous les laboratoires, dans tous les pays, la réglementation qu'on a en fait en France n'est pas en fait. D'accord, mais tous les pays que je connais en Afrique, la santé c'est du domaine réglementaire. Oui. Sachez qu'au Maroc, c'est du domaine réglementaire. Aujourd'hui, ça ne l'est pas encore. Si, ça y est. Il y a les laboratoires d'analyse biologie médicale ne sont pas encore réglementés. En France, oui. Il y a eu un décret au fait, qui s'est mis en application dès le début 2016, mais dans beaucoup de pays en Afrique, en fait, la réglementation n'est pas. Alors, on va. Gilles, tu viens intervenir? Moi, je ne le vois pas comme ça. Je ne pense pas qu'il y a l'Afrique et les pays d'Europe. Je pense que moi, j'ai des collègues au CIRAD qui ne s'intéressent pas beaucoup
à l'erreur de justesse et à l'incertitude. Hein. Et pourtant, ils publient, il n'y a pas de souci, tout va bien. Et du coup, lorsqu'ils vont commencer à s'y intéresser, ils vont s'intéresser à une étiquette, pareil. Et inversement, j'ai des collègues africains dans certaines équipes qui ajustent, qui intègrent l'erreur de justesse, qui utilisent vraiment les données du certificat d'étalonnage et ne veut pas forcément une vérification, c'est lui qui va la faire la vérification. Donc je pense que c'est pas si cloisonné que ça, et c'est plus en fonction des secteurs, c'est plus en fonction du message qu'on fait passer et de l'accompagnement. Qu'on va utiliser une méthodologie intelligente. C'est pas si en silo que ça. Alors Gilles, tu avais évoqué un point important, c'est comment sensibiliser les politiques par rapport à cela, comment faire avancer les choses. C'est pas évident. Surtout qu'à cette échelle-là, on est moins sensibilisé parce que c'est quand même, ça reste des sciences. Hein. Quand on parle de métrologie, c'est la science de la mesure. Ça peut, pour certains, faire peur. Et il y a une méconnaissance de ce que c'est. Ça, c'est ce que certainement vous avez constaté. En fait. Alors moi, je profite tout le temps des débuts de mission et des fins de mission. J'ai mon message classique. Hein. Je profite de ces moments pour enfoncer le clou auprès des coordinateurs programmes, du top management, quoi. Des mecs qui décident des projets en leur disant voilà, vous vous rendez compte, vous n'avez pas acheté les masses étalons, ça valait 1000 € en tout avec les étalonnages. On parle des millions d'euros, on construit des bâtiments pour qu'ils soient en situation. Et là, vous avez refusé les 1000 €. Oui. Alors souvent ils me disent ah oui, il y a le métrologue à côté. Hein. Ah oui, monsieur Cachera, il faut absolument qu'on fasse ça. Pour quand vous pensez que... Mais c'est pour hier qu'il fallait les acheter, monsieur. C'est pour hier. Ah oui. On va s'y employer. Donc voilà. On est face à cette situation. Hein. Alors on peut prendre plein d'autres exemples en termes de secteur d'activité. Hein. C'est le cas pour l'automobile, pour l'aéronautique. Il y a des entreprises et même des grandes entreprises qui s'installent dans beaucoup de pays où il n'y a pas de laboratoire à proprement parler de référence en métrologie pour le raccordement des instruments de mesure du parc métrologique de ces grandes entreprises qui s'installent. Donc il y a intérêt à un moment donné de mettre en place des choses pour que le développement industriel se fasse, en tout cas.